est-ce que si un business n'est pas rentable sur le court terme, c'est un faux business? Salut à tous, je voulais faire cette vidéo là pour réagir un peu sur l'actualité en Côte d'Ivoire dans le secteur du transport avec des entreprises qui ont créé un business model pour permettre à des gens de payer des véhicules à crédit et de faire du transport. Notamment l'idée de prendre parti pour les investisseurs, c'est-à-dire les souscripteurs, de prendre parti aussi pour les promoteurs, c'est-à-dire les propriétaires de ces entreprises-là. Mais mon intervention, c'est pour poser des questions, mettre des évidences et analyser ensemble pour voir si dans le fond, si un business n'est pas rentable sur le court terme, est-ce que ça signifie que le business, ça ressemble à une pyramide de Ponzi? Une pyramide de Ponzi, c'est une activité où c'est une escroquerie. On fait une activité, on donne l'impression que l'activité est rentable. Les premières personnes qui vont venir souscrire, on va leur permettre de gagner de l'argent et on va leur payer avec l'argent des autres souscripteurs pour que l'activité ait de l'attrait pour pouvoir augmenter le niveau du business et arriver à un moment lorsque l'activité ne sera pas tenable, c'est-à-dire que lorsqu'on ne pourra pas payer ceux qui sont dans le business, qui sont des souscripteurs, ça explose. C'est ça une pyramide de Ponzi. Mais est-ce que si une activité n'est pas rentable sur le court terme ou bien sur le moyen terme, l'activité, ça ressemble à de l'escroquerie ou bien l'activité, c'est une pyramide de Ponzi? Voilà la question que moi je me pose. Moi je vais prendre l'exemple de Alibaba. Alibaba, c'est une marketplace, c'est-à-dire un site de vente en ligne en Chine qui avait un business model qui ne faisait pas de bénéfices. Alibaba a travaillé près d'une dizaine d'années sans rentabilité. Aujourd'hui, Alibaba est une référence en matière de e-commerce en Chine, c'est le leader. Et sur le plan mondial, le modèle économique d'Alibaba est félicité aujourd'hui. Je prends le cas de Amazon. Amazon a été négatif, a été déficitaire. Amazon n'a pas été rentable sur plus de 10 ans. Mais aujourd'hui, Amazon, c'est un modèle économique qui est cité en exemple dans tous les business schools, dans toutes les universités, et c'est cité comme modèle. Jeff Bezos, qui est le propriétaire d'Amazon, est cité aujourd'hui l'homme le plus riche du monde. Mais son business qu'il a mis en place a fonctionné pendant plus de 10 ans sans rentabilité. En Afrique de l'Ouest ici, je ne vais pas citer le nom d'une entreprise, une marketplace qui est leader dans l'Afrique francophone, qui n'est pas rentable actuellement. Et cette marketplace-là existe depuis 2013. De 2013 aujourd'hui, nous sommes en 2023, ça fait 10 ans. Cette marketplace n'est pas rentable. Mais cette marketplace continue de fonctionner. Cette marketplace continue d'engranger de l'argent auprès des investisseurs. Cette marketplace continue de fonctionner. Donc si on doit regarder le niveau de rentabilité à court terme, pour dire qu'un business n'est pas rentable, moi je me pose des questions. Parce que je viens de citer 3 exemples d'activités, d'entreprises qui existent, qui sont là, qui n'ont pas été rentables sur une certaine période d'années. Et aujourd'hui, ces entreprises-là sont citées comme des modèles qui sont leaders dans les secteurs d'activité. Ce que moi je veux dire, c'est que en business, il y a des décisions stratégiques que nous pouvons prendre sur le moyen terme, sur le court terme et sur le long terme. Il y a des gens qui peuvent créer une activité simplement, pas forcément que l'activité soit rentable. Chaque entreprise a des objectifs. On peut créer une activité qui peut te donner un positionnement, qui peut te donner une visibilité. Et à la suite de cette visibilité-là, tu vas greffer une autre activité à ça. Et le holding que tu vas fonctionner, ce holding-là va te permettre d'avoir de l'argent. Donc moi je pense que si l'État a constaté que les souscripteurs sont en danger et que l'État a pris des décisions conservatoires
pour suspendre les souscriptions, moi, ce que je propose, c'est que l'État rentre en contact avec ses promoteurs pour échanger avec eux. Parce que quand on fait un audit, on vient faire des contrôles. On ne vous demande pas quelle est votre vision stratégique. On ne vous demande pas quelle est votre vision, quels sont vos objectifs à long terme. On vient simplement, on constate que en fonction de l'activité, en fonction des montants qui sont investis, on ne voit pas la rentabilité. Mais je viens de dire tout à l'heure, il y a des activités aujourd'hui qui existent, qui ne sont pas rentables sur le business model qui est visible. Mais il y a des activités qui sont greffées à l'activité principale qui permet à l'entreprise de gagner de l'argent. En stratégie marketing, ça existe. Moi, je peux avoir un produit A. Ce produit A me permet d'avoir de la visibilité. Ce produit A me permet d'attirer des clients. Mais sur ce produit-là, je perds de l'argent. Mais ce produit permet d'attirer les gens vers moi. Et il y a d'autres activités. Parce que les gens diront que si je suis moins cher sur ce produit-là, c'est que je suis moins cher dans l'ensemble. C'est une stratégie que les gens font par moment pour attirer les gens. Donc, moi, je propose vraiment que l'État s'approche au niveau, le comité qui a fait l'audit, qui est arrivé à la conclusion de suspendre les souscripteurs, des souscriptions. Moi, je demande vraiment à ce qu'on se rapproche des promoteurs pour leur demander quel était leur business model, quels étaient leurs objectifs à long terme. Parce que lorsqu'on fait un audit sur une entreprise, l'entreprise a ses avantages stratégiques, l'entreprise a ses données stratégiques que l'entreprise ne va pas communiquer au public parce que si tu communiques tes informations stratégiques, tu donnes automatiquement la possibilité aux gens de copier ton business model et de venir te concurrencer dans quelque chose que tu as découvert, dans quelque chose que tu as pensé, que tu as mis en place. Moi, je pense que l'État doit rentrer en contact avec eux pour comprendre les business models et au besoin qu'ils donnent des garanties pour justifier la présence de leur activité et qui ne vont pas gruger les gens. Parce que il y a une réalité qui est claire. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent avoir des véhicules, mais les banques ne sont pas prêtes pour accompagner. Il y a beaucoup de personnes qui veulent avoir des véhicules, mais les entreprises de crédit automobile, les conditions ne sont pas flexibles. Les conditions sont difficiles. Or, qu'est-ce qu'on dit pour un entrepreneur? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui détecte un problème et qui apporte une solution. Et lorsque cette solution-là intéresse certaines personnes, les gens vont souscrire à sa solution et ça devient une activité, ça devient un projet, ça devient un business. Donc, si quelqu'un a trouvé une activité dans un secteur qui n'est pas encore réglementé, ou bien dans un secteur qui chevauche entre deux secteurs d'activité, moi je pense que l'État doit être flexible. L'État ne doit pas être rigide pour dire que ce qu'ils sont en train de faire, c'est l'appel à l'épargne publique. Oui, mais si c'est une activité, si c'est une institution financière qui le fait, ils vont s'adresser à l'UEMOA et autres. Mais ce sont des entrepreneurs qui ont réfléchi, qui ont apporté une solution. Moi, je pense que la solution, c'est de ne pas de les pénaliser. Parce que leur activité génère des revenus. Leur activité crée des emplois. Dans ce business-là, je ne connais pas les chiffres, mais je sais qu'il y a plus de 2000 emplois directs et indirects qui ont été créés à travers cette activité-là. Donc, si on doit stopper, on va stopper la dynamique de création d'emplois. Or, l'État seul ne peut pas créer les emplois dans un pays. Ce sont les entrepreneurs qui vont réfléchir, qui vont trouver des solutions. L'État doit accompagner ces solutions-là. Moi, ce sont des questions, ce sont des interrogations que j'ai mis sur la table pour qu'on puisse réfléchir dans quelle mesure on peut accompagner ce problème-là pour ne pas que ça soit un drame pour les familles parce qu'il y a des gens qui ont mis leur argent dedans. Si on freine l'élan des entreprises parce qu'ils avaient leur business model, si on les freine, on va tuer l'activité et après on dira qu'ils ont été malhonnêtes. Ils n'avaient pas prévu que l'État allait les stopper. Donc, je vous dis merci de me suivre et à très bientôt pour notre prochaine vidéo.